On se retrouve pour l'exercice numéro 4 qui est un exercice de nomenclature. Pourquoi est-ce que la nomenclature est relativement importante? En fait, c'est plus lorsque vous aurez des résolutions d'exercices, d'examen par exemple, ou d'interrogation, ou peu importe. En fait, ce qui peut arriver, c'est que dans l'énoncé, on vous dit par exemple, vous mélangez de l'hydroxyde de barium avec tel composé, écrivez la réaction chimique, ou bien d'une quelconque manière ou d'une autre, on va en fait nommer le composé dans l'énoncé, et en fait c'est à vous normalement, naturellement, de savoir la formule chimique pour pouvoir entamer l'exercice. Le drame qui peut arriver, c'est si vous ne savez pas correctement dessiner la formule moléculaire du composé, ça veut dire que vous pouvez même pas démarrer l'exercice. C'est pour ça que la nomenclature est relativement importante, en tout cas pour le cas des molécules usuelles, c'est-à-dire des molécules les plus courantes qu'on peut retrouver en chimie. Du coup, la nomenclature, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est quelque chose qui est, on va pas se le cacher, qui est un peu barbant, mais qui est nécessaire. Du coup, je vais faire quelques nomenclatures avec vous, on va pas faire des tonnes et des tonnes d'exercices de nomenclature, mais à ce stade-ci, pour les fondamentaux, c'est nécessaire. Du coup, on va directement démarrer. L'hydroxyde de barium, et en plus, ça fait écho avec l'exercice précédent où on a vu les ions, et ici on va faire un petit lien rapidement. L'hydroxyde de barium. La formule moléculaire de l'hydroxyde de barium est la suivante. Le barium se trouve dans la deuxième colonne, du coup, c'est chargé positivement, normalement, Ba2+, je vais pas noter Ba2+, mais on sait que théoriquement c'est Ba2+, et que pour contrebalancer cet ion, on doit rajouter deux charges négatives, et on sait que l'hydroxyde OH est chargé négativement une fois. Du coup, on va devoir rajouter deux hydroxydes. En fait, il suffit pas de connaître par cœur, les nomenclatures. Il y a aussi un petit côté logique et intuitif qui peut nous aider à facilement déterminer la formule moléculaire. C'est pas toujours évident, pas toujours le cas, mais on peut en grande partie pour déterminer cela de cette manière. On va continuer. Le sulfate de fer. On sait, et on nous indique ici que c'est du fer 2. Et on sait que le sulfate, c'est SO4 2-. C'est des choses qu'il faut retenir par cœur. Du coup, on a Fe, qui théoriquement est chargé de plus, qui est contrebalancé avec SO4. Du coup, on a FeSO4, le sulfate de fer. Maintenant, on va passer au phosphate de sodium. Le groupement phosphate, c'est des groupements PO4, le tout chargé 3-. Et le sodium se trouve sur la première colonne. Du coup, c'est Na+. Du coup, on a PO4 qui est théoriquement chargé 3-, et pour contrebalancer ça, on doit rajouter 3 molécules de sodium. Du coup, on a Na3PO4. Bromure d'hydrogène, c'est HBr. Pas de surprise. Iodure de potassium, Ki. Pas de surprise. Du sulfite d'hydrogène, à ne pas confondre avec le sulfate, qui est SO4 2-. Le sulfite, c'est SO3 2-. Du coup, je vais écrire le groupement sulfite, qui est SO3, théoriquement 2-, et pour contrebalancer ces deux charges négatives, on va rajouter 2 atomes d'hydrogène, parce qu'on a du sulfite d'hydrogène. Hémioxyde d'azote, cas un peu plus compliqué, il faut retenir par cœur, c'est du N2O. Ensuite, on a de l'hydroxyde de manganèse 3. Le manganèse 3, pourquoi est-ce que on indique par exemple Fer2, manganèse 3? Parce qu'en fait, il faut savoir que certains atomes, notamment ceux qui se trouvent dans le bloc D, c'est-à-dire au milieu du tableau périodique, certains éléments peuvent avoir plusieurs entre guillemets valences, c'est-à-dire peuvent avoir plusieurs types d'ions différents. On peut comprendre ça de cette manière-ci. C'est pour ça que pour le cas des métaux de transition, on indique systématiquement
la valence. C'est-à-dire si on aura du fer de plus, du fer plus, etc., etc. Du coup, ici, on a du manganèse 3. C'est-à-dire qu'on va avoir manganèse, sous-entendu, valence 3, possiblement chargé positivement 3 fois, qu'on va contrebalancer avec 3 molécules d'hydroxyde. On a le dioxyde de carbone, molécule très connue, CO2, retenez. On a l'hypochlorite de magnésium. Du coup, on a le magnésium qui est là. Et le groupement hypochlorite, il faut retenir par cœur, c'est du ClO, tout repris 2 fois. Et ce groupement ClO est chargé négativement en fait. Et lorsqu'on reprend 2 fois, on a ce groupement qui est repris 2 fois, chargé négativement, qui contrebalance le magnésium qui est théoriquement chargé positivement de plus. Maintenant, on va passer au groupement nitrate. Nitrate, c'est des groupements NO3 qui sont chargés positivement une fois. Du coup, on a Cu, NO3, repris 2 fois. Parce que théoriquement, ici, si on le prend séparément, c'est du Cu2+, et du NO3-. Mais pour respecter l'électroneutralité, alors, ceci est repris 2 fois. D'où CuNO3, le tout repris 2 fois. Ensuite, on a du fluorure de nickel. Le nickel avec une valence de 2. J'expliquerai plus tard ce à quoi correspond la valence des éléments. Du coup, on aura du NiF2. Et voilà, on a terminé cette première série de nomenclature. Je vais encore faire une série en plus pour vous exercer, mais c'est quelque chose que vous devez vraiment travailler de votre côté. Retrouver des pages de vocabulaire avec les molécules les plus connues. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas étudier, on va dire, d'une traite, d'un coup, parce que c'est quelque chose qui prend... C'est un processus qu'il faut en fait apprendre sur du long terme pour que ça entre vraiment dans votre esprit. Et du coup, voilà, je vous retrouve pour l'exercice suivant.